Le prisonnier décrit son cachot avec minutie, c'est déjà pratiquement un tombeau. 8 pieds carrés, 4 murailles de pierre de taille, une noire voûte en ogive, pas de fenêtre, pas même de soupirail. Je me trompe, au centre de la porte, une ouverture coupée d'une grille en croix. Un jour, il entend même son guichetier faire une visite guidée. Le prisonnier est radicalement coupé des autres, ceux qui continuent à vivre, ceux qui continuent d'être humains. Ces cachots sont tout ce qui reste de l'ancien château de Bicêtre tel qu'il fut bâti dans le XVe siècle par le cardinal de Winchester, le même qui fit brûler Jeanne d'Arc. J'ai entendu dire cela à des curieux qui me regardaient à distance comme une bête de la ménagerie. Le guichetier a eu 100 sous. Cette référence à Jeanne d'Arc n'est pas anodine, elle rappelle que la peine de mort sert des intérêts politiques. Il faut se débarrasser d'une personne qui serait gênante même en prison. Cela favorise donc les faux procès. Autre argument, le condamné à mort devient martyr d'une cause. C'est le cas des résistants et des libérateurs, mais également des terroristes. Au lieu de faire un exemple, la peine de mort donne le criminel en exemple. Aux yeux de certains, l'exécution du terroriste en fait une sorte de héros au service d'une cause. Dès lors apparaît le risque de voir se lever, pour un terroriste exécuté, 20 jeunes gens égarés. La peine de mort nourrit le terrorisme. Dans ce chapitre, nous avons une description de la cellule qui est évoluée de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, il commence par la description de son cachot, les composantes, les caractérisations, les indicateurs spatiaux. Puis, il passe au corridor, puis les compartiments de Bicêtre, les cachots, et enfin les 3 premiers cabanons qui sont réservés aux condamnés à mort. Et donc, vous voyez, la description de la cellule évolue de l'intérieur vers l'extérieur. De cette description se dégage une impression d'étouffement et d'enfermement due à la complexité de l'emprisonnement. La prison devient une mort en elle-même. C'est une sorte de dédale qui donne l'impression que le narrateur ne peut échapper à son sort. Alors, le passage de mon cachot à ces cachots montre que l'étau se resserre contre le narrateur. La prolifération de l'espace souligne l'impossibilité d'échapper à un sort qui le torture moralement. Certains étrangers à la prison viennent voir le condamné dans sa cellule. Ce spectacle, alors on retourne à ce mot de spectacle. Ce spectacle les amuse comme si le narrateur était une bête de cirque. Ce chapitre alors préfigure le départ du narrateur vers la guillotine. C'est-à-dire comme s'il le prépare à passer à la guillotine. C'est le guichetier qui tire profit de ses amusements parce qu'il reçoit de l'argent en offrant ce spectacle aux étrangers. Le sentiment d'emprisonnement est renforcé par un sentiment d'enfermement et d'étouffement causé par la vigilance et de surveillant, qui ne quitte pas le narrateur des yeux. Et effectivement, il le surveille parce que il doit être sûr que le narrateur est toujours vivant et toujours bien conservé pour le jour du spectacle qui est le jour de l'exécution. Cette surveillance démesurée est imposée par l'obligation de garder le condamné vivant jusqu'à son exécution pour qu'il serve de modèle. Donc vous voyez qu'il doit être vivant, non pour que la justice soit faite, mais pour que le spectacle soit présenté à l'heure et pour que les spectateurs ne s'ennuient pas et pour qu'ils s'amusent de voir le condamné mourir le jour de l'exécution.
Alors, le type de texte est descriptif et aussi narratif. Descriptif, on a dit pourquoi, parce qu'il décrit son cachot. On a dit des 4 murailles, pavés, alcôve, une boîte, pas de fenêtre, pas de soupirail, une porte, une ouverture. Et donc là, nous avons la description des composants de sa cellule. Nous avons l'utilisation des métaphores, et des hyperboles. Nous avons un registre qui est registre lyrique et aussi toujours registre pathétique qui domine dans le dernier jour d'un condamné. J'aimerais à recomposer un tout de ces fragments de pensée. À retrouver chaque homme sous chaque nom. À rendre le sens et la vie à ces inscriptions mutilées, à ces phrases démembrées, à ces mots tronqués, corps sans tête comme ceux qui les ont écrits. Pendant la nuit, le prisonnier regarde les murs de sa cellule avec une lampe. Ils sont couverts d'inscriptions. Ce sont les dernières traces des condamnés, comme autant d'épitaphes. J'aimerais à retrouver chaque homme sous chaque nom, à rendre le sens et la vie à ces inscriptions mutilées. Corps sans tête comme ceux qui les ont écrits. Pauvres jeunes hommes, que leurs prétendues nécessités politiques sont hideuses. Tout à l'heure, la référence à Jeanne d'Arc permettait à Victor Hugo de préparer cette dénonciation. Les partisans républicains, comme Jean-François Bory, sont sacrifiés pour des raisons politiques. Sous une toile d'araignée, le condamné découvre encore d'autres noms. Dautin, celui qui a coupé son frère en quartier et qui allait la nuit dans Paris jeter la tête dans une fontaine et le tronc dans un égout. Poulain, celui qui a assassiné sa femme. Jean Martin, celui qui a tiré un coup de pistolet à son père. Castin, ce médecin qui a empoisonné son ami et qui, au lieu de remède, lui redonnait du poison. Papavoine, l'horrible fou qui tuait les enfants à coups de couteau sur la tête. Voilà quels ont été avant moi les hôtes de cette cellule. C'est ici, sur la même dalle où je suis, qu'ils ont pensé leurs dernières pensées, ces hommes de meurtre et de sang. Ils se sont succédés à de courts intervalles. Ce cachot ne désemplit pas. Victor Hugo cite les pires crimes, mutilation, parricide, empoisonnement avec préméditation, meurtre d'enfants. Est-ce que cela ne justifie pas la peine de mort? Victor Hugo donne déjà quelques éléments de réponse. D'abord, la peine de mort fait disparaître les criminels, comme la toile d'araignée qui couvre leurs noms et leurs pensées. Les causes et les motifs des crimes disparaissent avec eux. Seul un véritable travail d'analyse donnerait les clés de compréhension des crimes, et donc le moyen de les empêcher à l'avenir. Par exemple, Michel Fourniret, incarcéré depuis 2008, avoue de nouveaux meurtres 10 ans plus tard, et participe à la recherche des corps. La peine de mort aurait laissé ces crimes irrésolus, sans reconnaissance par la société, ni sanction pénale, ce qui est le pire cas de figure pour les familles des victimes. Ensuite, si la peine de mort était dissuasive, pourquoi ce cachot est-il sans cesse rempli? Aucun de ces crimes passionnels n'a pu être empêché par la peine de mort. Ceux qui croient à la valeur dissuasive de la peine de mort méconnaissent la vérité humaine. La passion criminelle n'est pas plus arrêtée par la peur de la mort que d'autres passions ne le sont, qui, celles-là, sont nobles. Enfin, pour Victor Hugo, jouer avec la vie et la mort, c'est nier l'importance de la spiritualité dans la vie humaine. Le registre fantastique lui permet d'illustrer cette question. Que devient l'âme d'un homme exécuté?
Il m'a semblé tout à coup que le cachot était plein d'hommes, qui portaient leur tête par la bouche parce qu'il n'y avait pas de chevelure. Oh, les épouvantables spectres, chimères à la Macbeth. Les morts sont morts, ceux-là surtout, bien cadenassés dans le sépulcre. Comment se fait-il donc que j'ai eu peur ainsi? Ici, Victor Hugo est ironique, il laisse entendre l'inverse de ce qu'il dit. S'il y a des morts qui reviennent, ce sont justement ceux-là, ceux qui ont eu une mort violente, et ce n'est pas un cadenas qui les empêchera de revenir. Le dernier jour d'un condamné n'est pas découpé en grandes parties, mais on peut retrouver une logique théâtrale, avec ici la fin d'un premier acte et un changement de décor. On a tous les éléments de l'intrigue, le mécanisme tragique est enclenché. Avec mes vidéos, je vais tenter de suivre ces mouvements. Alors, vous devez savoir une chose très importante. Le chapitre 11 et le chapitre 12, ils sont tellement liés. Ça veut dire, chapitre 12, c'est la suite du chapitre 11. D'accord? Donc, à peu près, l'analyse est à peu près la même. Donc, dans le chapitre 11, vous devez savoir que le narrateur, il se trouve dans son cachot et pour passer la nuit, il décide de lire et déchiffrer les inscriptions sur les murs de sa cellule. Le narrateur trouve ces inscriptions comme un livre qui retrace l'histoire des hommes passés par cette cellule, c'est-à-dire les ex-condamnés à mort qui sont déjà passés par la même cellule que lui. Ces inscriptions constituent une mise en abîme de roman parce que l'histoire de condamné telle que nous la lisons est-elle aussi une forme d'inscription ouverte et déclarée. Elle est adressée à public large, elle n'est pas enfermée dans le cachot, elle dépasse les limites de la cellule, de la prison, elle constitue un message adressé à toute l'humanité pour rendre compte des souffrances du condamné. Donc, comme déclare l'analyse du livre Œuvres et analyse de collection Bac Marocain, alors on trouve que dans cette analyse que justement le condamné essaie de transmettre un message qui est universel, un message à tout le monde, peu importe le crime commis, peu importe l'identité de la personne. D'accord? Vous avez compris, j'espère. Alors, ce qu'il y a, les inscriptions qu'il y a, alors des écritures, des dessins, des figures, écrites par le crayon, la craie, le charbon et même le son. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons par exemple 2 cœurs enflammés, percés d'une flèche, qui veut dire que ces gens-là ont des sentiments. Quoi encore? Ah oui, il y a amour pour la vie. Aussi une espèce de chapeau à 3 cornes, une petite figure grossière, vive l'empereur, 1842. J'aime et j'adore Mathieu dans 20, Jacques. Papavoine, un couplet d'une chanson obscène, Le bonnet de la liberté, Boris, la République. Alors vous voyez, il y a des criminels comme Papavoine et aussi des gens qui n'ont rien à voir avec le crime. Par exemple, Boris, Vive la République. Donc cet homme-là est mort parce qu'il a des idées et non, il a fait des crimes. Et là, ça me rappelle ce qu'il a dit dans l'autre chapitre. Le château appartenait à celui qui a brûlé Jeanne d'Arc. Alors Jeanne d'Arc, elle aussi, est morte par la peine de mort. Pourquoi? Parce que c'était question politique, d'accord? C'était contre la politique. Et donc, Boris est la même chose. Il voulait la République alors que, à l'époque, c'était un royaume. C'était un roi qui gouvernait et non un gouverneur. Toutes ces inscriptions retracent des histoires des condamnés passés par cette cellule et toutes comprennent des messages d'amour et de vie. Elles sont toutes des livres ouverts comme celui de le narrateur est en train d'écrire.
on apprend que le narrateur a commis un crime, moi misérable qui a commis un véritable crime, et on sait que le crime commis c'était le crime de sang, c'est-à-dire il a tué quelqu'un, peut-être parce qu'il s'est défendu, peut-être c'était une légitime défense, on ne sait pas, et moi je le crois. Et la figure de l'échafaud a rappelé le narrateur sa condamnation à mort, et c'est pour ça il est tombé par terre. Une fois il a vu l'échafaud, il est tombé par terre. Alors, dans chapitre 12, le narrateur a découvert 5 noms de 5 criminels célèbres. Alors, nous avons Dotin, rappelez-vous de ces noms, Dotin, Paulin, Jean-Martin, Castaing et Papavoine. Alors, Dotin, c'est celui qui a coupé son frère en 4 tiers. Paulin, celui qui a assassiné sa femme. Jean-Martin, celui qui a tiré un coup de pistolet à son père. Castaing, ce médecin qui a empoisonné son ami. Papavoine, l'horrible fou qui tuait les enfants à coups de couteau sur la tête. Alors, après s'être rappelé ces souvenirs criminels, le narrateur est saisi par un sentiment de peur et d'angoisse à l'idée de faire partie des criminels célèbres qui ont passé par la cellule où il se trouve. Et là, on pense que le condamné ne mérite pas d'être condamné à mort parce qu'il n'a rien fait de pareil que ces personnes. Il n'a pas commis de tels meurtres. Et moi je crois qu'il ne mérite pas la peine de mort. La prison suffira. 10 ans ou bien 12 ans de prison est largement suffisante pour le condamner. Quand il voit que tous ces condamnés avec lesquels il est confondu ont été exécutés ainsi, il ne peut rien espérer que son renvoi en cassation. La peur de mourir saisit encore une fois. Oui. En lisant les noms des criminels célèbres, le narrateur a fait une vision étrange. Son cachot lui paraissait plein d'hommes étranges, qui portaient leur tête, dans leurs mains et qui les tenaient par la bouche, car les têtes n'avaient pas de cheveux. Cette vision montre à quel point l'idée de la mort obsède le narrateur. Effectivement, il est obsédé par l'idée de la mort. Et aussi, il pose des questions fantastiques. Ça veut dire, est-ce que la vie après la mort existe ? Ce sont des questions philosophiques, des questions existentielles, des questions qui le torturent parce qu'il ne sait pas la réponse. Et malheureusement, il va vivre cette expérience d'ignorance et de peur. Il a peur de l'avenir, il a peur de la vie après la mort. Est-ce qu'il y aura une vie après la mort ? Et si elle existe, elle ne va pas être une vie à apprécier parce qu'il va être sans tête. Cette vision montre à quel point l'idée de la mort l'obsède. Alors, la représentation de la vision des épouvantables spectres, une fumée, une imagination dans mon cerveau, une chimère. Alors là, nous avons des métaphores. Il compare ce qu'il voit, ce qu'il imagine, avec les ex-condamnés qui sont passés par la même cellule. Et après avoir fait cette vision, le narrateur considère sa cellule comme un tombeau parce que, effectivement, ces gens-là sont morts et ils peuvent même revenir à la dernière endroit où ils vivaient après leur mort. Un tombeau qui n'a qu'une ouverture vers l'extérieur. إذن الشرح باللغة العربية سنقول بأن في الجزء 10 المدان يصف الزنزانة التي يقيم فيها والتي لا تمتلك حتى نافذة صغيرة كما لو كانت قبر مظلم وبارد وليس له سرير بل ينام على التبن كالإسطبل وكل شيء مقرف يصف كذلك الممر الطويل للسجن وباقي الغرف وصف يثير الشفقة والحزن لأن السجناء لا يتوفرون أبسط ظروف الحياة. أما في الجزئين 11 و12 جزئين ينتميان إلى نفس الحدث، هما متقاربان لأن الجزء 12 هو تتمة للجزء 11 من الرواية.
في الجزئين الراوي يصف لنا جدران الزنزانة ليملأ وقته الفارغ، وخصوصا أن الليل طويل بالسجن. لاحظ الراوي لوجود آثار السجناء القدامى، بعض الكتابات والرسوم على الجدار، وكذلك النقوش لأسماء مجرمين خطيرين، قتلة متسلسلين، وكذلك سجناء الرأي والسياسة كبوغيس. بوغيس هذا الذي أعدم من أجل أفكاره السياسية الجمهورية، وخصوصا أن فرنسا في ذاك الوقت كان يحكمها ملك وكانت مملكة، وبما أنه لديه أفكار جمهورية قتل بالإعدام. وهنا بطريقة غير مباشرة الكاتب يتضامن أو الراوي يتضامن مع هذا الشخص، لأنه مات من أجل أفكار، وهذا لا يجب أن يكون.